le scalpel trancha ma chair avec une précision impitoyable, et je sentis le sang chaud jaillir comme une fontaine maudite, emportant avec lui les derniers lambeaux de ma confiance en l'humanité. Pierre, mon mari, mon sauveur supposé, se tenait là, masqué, ses yeux bleus luisant d'une joie perverse derrière la visière, murmurant « C'est pour ton bien, Émilie. Pour nous. » Et alors que l'anesthésie me submergeait enfin, je compris dans un éclair de lucidité absolue, il m'avait trahi, non pas une fois, mais 1000 fois, depuis le jour où j'avais offert mon rein pour le sauver. La mort vint comme une amende cruelle, enveloppante et définitive. Mais ce n'était pas la fin. Quand j'ouvris les yeux, le monde avait reculé de 6 mois. J'étais de nouveau dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, à Paris, avec l'odeur du café frais et le ronronnement distant de la Seine en contrebas. Pierre dormait encore à mes côtés, son souffle régulier comme un mensonge perpétuel. J'étais revenu. 32 ans, un corps intact, et une rage qui bouillonnait comme le vin rouge dans les caves de Bordeaux. Je m'appelais Émilie Laurent, galeriste reconnue dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, spécialisée dans les toiles expressionnistes qui hurlaient les tourments de l'âme humaine ou ironie du sort, car la mienne avait été un chef-d'œuvre de souffrance muette. Nous nous étions rencontrés il y a 5 ans, lors d'une vernissage pluvieux au Louvre. Pierre Duval, avocat d'affaires charismatique, aux tempes grisonnantes précoces et au sourire qui désarmait les juges les plus sévères. Il m'avait conquise avec des promesses de voyage en Provence et de nuits folles sous les étoiles de Montmartre. Nous nous étions mariés dans une petite chapelle de la campagne normande, entourée de vignes et de mensonges qu'il tissait déjà dans l'ombre. Puis vint son diagnostic, insuffisance rénale terminale. Les médecins, avec leur ton monocorde de la salpêtrière, avaient été clairs, sans greffe, il avait des mois à vivre. J'avais sauté sur l'occasion. Moi, en bonne santé, donneuse compatible un miracle, disait-il. J'avais vendu une partie de ma collection pour financer les tests, endurer les piqûres, les interrogatoires psychologiques. C'est l'amour, Émilie, m'avait-il dit en serrant ma main avant l'opération. Et j'y avais cru. Aveuglément. Mais la réalité, cette garce impitoyable, m'avait rattrapé dans les mois suivants. Après la greffe réussie, Pierre s'était métamorphosé. Plus d'énergie, plus d'ambition. Il avait gravi les échelons de son cabinet, rachetant des parts, flirtant avec des clients douteux dans les bars feutrés du Marais. Et moi? J'avais lutté. Les cicatrices physiques étaient rien comparées à celles de l'âme, fatigue chronique, infection récurrente, et cette sensation d'être vidé, comme si j'avais donné non seulement un organe, mais mon essence même. Il rentrait tard, excusant ses absences par des dîners d'affaires. Je trouvais des traces de parfum bon marché sur ses chemises, des messages effacés à la hâte sur son téléphone. Puis, le divorce. Les papiers étaient arrivés par courrier recommandé, glissés sous la porte comme une sentence de guillotine. Incompatibilité d'humeur, écrivait-il, se lâche. Mais j'avais fouillé, oh oui, j'avais fouillé comme une possédée. Des relevés bancaires falsifiés, des fonds détournés de notre compte commun vers un compte offshore au Caïmans. Il avait une maîtresse, Claire, une jeune avocate ambitieuse de 25 ans, avec qui il complotait pour me ruiner. Et le clou du cercueil, il avait trafiqué les documents de la greffe. Pas pour me sauver, non. Pour l'assurance vie que j'avais souscrite en son nom, boostée par mon don altruiste. Il m'avait tué, littéralement, en me poussant au désespoir jusqu'au saut de la fenêtre de notre appartement, sous les yeux indifférents des gargouilles de Notre-Dame. Maintenant, revenu, je sentais le pouls de la vengeance battre dans mes veines comme un cœur greffé de haine pure. Je me levai sans bruit, pieds nus sur le parquet ciré, et me regardai dans le miroir de la chambre. Mon reflet, pâle, mais vivant. Pas de cicatrice encore. Pas de rides creusées par la trahison. Paris s'éveillait dehors, les klaxons des Vélib et l'odeur de croissants chauds montant des boulangeries. C'était le 15 juin, 6 mois avant l'opération fatidique. J'avais du temps. Du temps pour inverser le cours des choses, pour dénouer les fils qu'il avait si habilement tissés autour de moi. Mais comment? Une simple confrontation? Non, trop vulgaire, trop français dans le mauvais sens, ces drames bourgeois qui finissent en pugilat au commissariat. Non, ma revanche serait une symphonie, un opéra wagnérien de destruction lente, où chaque note serait un secret révélé, chaque acte une ruine. Et Claire? Elle n'échapperait pas non plus. J'avais vu ses photos sur son téléphone dans ma vie précédente, rieuse, provocante, avec ce tatouage de serpent enroulé autour de son poignet, symbole de sa duplicité. Le petit déjeuner fut un théâtre maîtrisé. Pierre s'étira,
m'embrassa sur la tempe d'un geste machinal. « Bonjour, ma chérie. »« Café ?» demanda-t-il, sa voix encore rauque de sommeil. Je souris, ce sourire que j'avais perfectionné au fil des ans, doux comme une Madeleine de Proust, mais tranchant comme une lame de guillotine. « Avec plaisir, mon amour. Et dis-moi, comment vas-tu aujourd'hui ? » Terrain. Tout va bien ? Il tressaillit imperceptiblement déjà, dans cette timeline, les symptômes rampaient. Fatigué, pâle, des migraines qui le pliaient en deux lors de ses plaidoiries. Ça va, mentit-il. Juste un peu de stress au bureau. Je versai le café, y ajoutant une cuillerée de sucre pas de poison, pas encore. La vengeance n'était pas un assassinat brutal, c'était une érosion, un cancer que je lui inoculerais goutte à goutte. Tandis qu'il dévorait son pain au chocolat, je laissais mon esprit vagabonder vers le plan. Étape 1, infiltrer son monde. Je savais pour ses rendez-vous secrets avec un certain maître Lefebvre, un notaire véreux du 16e, qui blanchissait des fonds pour des clients oligarques russes. Dans ma vie passée, Pierre m'en avait parlé en riant, comme d'une blague. Maintenant, ce serait ma porte d'entrée. La matinée se déroula en apparence banale. Je descendis à la galerie, rue de Seine, où mes tableaux attendaient comme des sentinelles muettes. Sophie, mon assistante, une rousse piquante originaire de Lyon, m'accueillit avec un baiser sur les deux joues. Émilie, chérie, tu as l'air différente. Plus vive. Un nouveau amant, rit-elle. Si elle savait. Juste une bonne nuit, répondis-je. Et toi, des nouvelles pour l'expo Magritte. Nous parlâmes affaires, mais mon esprit était ailleurs. J'appelai discrètement un vieil ami, Julien, hacker freelance que j'avais rencontré lors d'une soirée crypto à Rapigalle. Dans ma vie précédente, il m'avait aidé à fouiller les mailles de Pierre trop tard. Maintenant, ce serait préventif. Julien, c'est Émilie. J'ai besoin de tes talents. Rien d'illégal, promis. Juste. Surveiller un numéro. Il accepta, curieux. En fin d'après-midi, les premiers résultats arrivèrent, des SMS codés à Claire, des virements suspects vers un compte à son nom. La toile se resserrait déjà. Le soir, dîner chez nous. Pierre rentra avec une bouteille de Château Margaux, prétextant une promotion. À nous, Émilie, porta-t-il son verre. Je trinquai, mais mes yeux scrutaient les siens. Il mentait sur la promotion, c'était pour couvrir un emprunt frauduleux. Et moi ? Je décidai mon premier coup d'éclat. Pierre, dis-je doucement, en posant ma fourchette. J'ai repensé à ton diagnostic. Je veux faire les tests pour la greffe. Immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de surprise et de triomphe précoce. Vraiment ? Tu es sûr ? Oh oui, j'étais sûr. Mais cette fois, ce serait sur mes termes. Les miens seuls. Les jours suivants furent un tourbillon calculé. Rendez-vous à l'hôpital Necker, où les néphrologues, avec leur efficacité germanique malgré l'accent parisien, confirmèrent ma compatibilité. Pierre jubilait, m'offrant des roses rouges comme du sang frais. Mais derrière les rideaux blancs de la salle d'attente, je contactai un avocat, discrètement, Maître Voss, une louve du barreau spécialisée en divorce contentieux. Pas de divorce pour l'instant, lui dis-je. Juste. Protéger mes actifs. Un contrat prénuptial révisé, rétroactif si possible. Elle rit, un aboiement sec. Rétroactif ? Vous êtes française, pas américaine. Mais pour 5 000 €, je peux faire des miracles avec les clauses existantes. J'acceptai. Parallèlement, Julien creusait, il découvrit que Pierre avait déjà un compte joint secret avec Claire, financé par une vente illégale d'œuvres d'art au défaut que j'avais certifié moi-même, innocemment, dans ma naïveté passée. La tension montait comme la crue de la Seine en janvier. Pierre devint plus attentionné, plus possessif. Des dîners aux chandelles au Fouquet's, des promenades le long des quais où il me serrait contre lui, murmurant des « je t'aime » qui sonnaient faux comme une contrefaçon de Picasso. Je jouais le jeu, riant à ses blagues, caressant sa main. Mais intérieurement, je bouillonnais. Une nuit, alors qu'il dormait, je fouillais son bureau, des dossiers sur moi, des rapports médicaux falsifiés pour minimiser mes risques post-greffe, et une lettre d'amour à Claire, cachetée mais non envoyée. Bientôt, elle sera hors jeu. Ce rein sera notre billet pour la liberté. Mon estomac se noie. Il avait planifié cela dès le début. Le diagnostic ?
Peut-être exagéré, pour m'appâter. Un twist que je n'avais pas vu venir même dans ma mort. Puis vint la décision controversée, celle qui me hanterait peut-être, saboter subtilement ses médicaments. Pas pour le tuer ou non, ce serait trop facile. Juste pour accélérer les symptômes, pour le rendre dépendant plus vite. Julien m'indiqua un pharmacien complice dans le 11e. Un placebo inoffensif, mais convaincant. « Tu es sûre, Émilie ? C'est borderline, me prévint-il. La loi française protège les époux, mais pas les traîtres, répondis-je. Et ainsi, le piège se refermait. Pierre toussait plus, se plaignait de douleur. L'opération, vite, implorait-il. Je hochai la tête, feignant l'inquiétude. Bientôt, mon amour. Bientôt, tu paieras. L'hôpital Necker bruissait d'une activité feutrée, comme un confessionnal géant où les secrets des corps se murmuraient aux blouses blanches. Assise dans la salle d'attente, je feuilletais un vieux Paris Match, mais mes yeux glissaient sur les lignes sans les voir. Pierre était en consultation, suppliant les médecins d'avancer la date. J'avais déjà tout orchestré, les analyses sanguines manipulées par un technicien que Julien avait, convaincu, avec une somme rondelette. Ma compatibilité était parfaite, irréprochable. Mais cette fois, j'avais ajouté une clause dans le consentement médical, un avenant notarié liant la greffe à un réexamen de nos biens communs. Maître Voss avait été un génie, sous couvert de « protection du donneur », elle avait verrouillé nos comptes, rendant tout transfert suspect. Pierre signa sans lire, trop euphorique. « Tu es mon ange, Émilie », dit-il en sortant, m'embrassant avec une ferveur qui masquait son avidité. Dehors, Paris s'étalait sous un ciel de plomb, typique de cet été maussade 2025. Les touristes japonais mitraillaient la tour Eiffel depuis les ponts, ignorant les drames qui se nouaient dans les ombres des immeubles haussmanniens. Je marchais jusqu'à la galerie, où Sophie m'attendait avec une pile de contrats. L'expo se vend bien, mais ton humeur. C'est Pierre, demanda-t-elle, versant du thé vert dans des tasses en porcelaine de Limoges. Je secouai la tête. Juste la fatigue. Mensonge. La vérité ? Une tempête intérieure, un maelstrom de souvenirs de ma vie brisée. Je revoyais les nuits solitaires après le divorce, les huissiers saisissant mes tableaux, Claire paradant dans notre appartement avec ses loups-boutins, et Pierre signant les papiers en riant, un verre de cognac à la main. Elle a donné son rein, et maintenant, elle donne tout le reste, avait-il plaisanté à ses amis lors d'une soirée au Lido. J'avais entendu l'enregistrement, volé par Julien trop tard. Maintenant, ce serait mon tour de rire en dernier. L'après-midi, un appel inattendu, Claire elle-même. « Madame Duval ? C'est Claire Moreau, du cabinet Duval et Associés. Pierre m'a demandé de vous contacter pour des formalités administratives liées à la greffe. » Sa voix, suave comme du velours pourri, avec cet accent du sud qui feignait l'innocence. Je souris dans le vide. « Bien sûr, mademoiselle. Passons à mon bureau. » Rendez-vous fixé au lendemain, au café de Flore. Erreur fatale de sa part. J'arrivais en avance, commandais un expresso serré, et observais la rue, les serveurs en tablier noir, les intellectuels bedonnant débattant de Sartre sous les platanes. Claire arriva, impeccable dans un tailleur pantalon Chanel, ses cheveux blonds cascadant comme une pub pour L'Oréal. 25 ans, ambitieuse, et déjà enceinte je le savais, d'après les mails interceptés. De Pierre, bien sûr. Enchantée, madame, dit-elle en s'asseyant, tendant une main manucurée. Je la serrai, sentant la bague discrète à son annulaire un solitaire modeste, pas encore la bague de fiançailles qu'il lui offrirait avec mon argent. Appelez-moi Émilie. Pierre va bien ? Elle rougit légèrement, feignant la professionnalisme. Il est stressé, mais optimiste. Les papiers que j'ai. Ce sont des procurations pour gérer vos finances pendant la convalescence. Standard, vous savez. Standard, mon œil. C'était des pièges pour me dépouiller, transfert de propriété de la galerie, hypothèque sur l'appartement. Je feignis la naïveté. Oh, bien sûr. Mais. Dites-moi, Claire, vous travaillez souvent avec mon mari ? Elle hésita, un battement de cils. Oui, depuis 2 ans. Il est brillant. Brillant comme un serpent. Nous parlâmes, et je la sondai subtilement, compliment sur sa carrière, question sur ses aspirations. Elle se détendit, avouant son rêve de cabinet propre. Pierre dit que vous êtes une femme forte, Émilie. Il vous admire tant. Admire ?
il me haïssait, pour avoir osé exister en dehors de son ombre. Le soir, je confrontai Pierre avec douceur. Claire est charmante. Elle t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Il pâlit, son verre de Bordeaux tremblant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une collègue. Je ris, un rire cristallin de fausse épouse. Allons, Pierre. Je ne suis pas jalouse. Juste. Curieuse. La graine du doute était plantée. Il passa la nuit à tourner en rond, prétextant l'insomnie. Parfait. Le lendemain, Julien m'envoya un dossier juteux, Claire n'était pas si innocente. Impliquée dans un scandale mineur falsification de preuves dans une affaire de fraude immobilière. Pierre l'avait couverte, en échange de services. Le tableau se précisait, un duo de prédateurs, se nourrissant mutuellement. Ma décision controversée suivante fut plus osée, contacter la presse. Pas n'importe laquelle le canard enchaîné, ces satiristes impitoyables qui débusquaient les hypocrisies des élites. Un journaliste anonyme, que j'avais connu via la galerie, reçut un type, avocat renommé prépare-greffe avec épouse donneuse, mais fond suspect Véramante. Anonyme, bien sûr. Les articles commencèrent à couler, d'abord un entrefilet, puis un éditorial cinglant sur la moralité des élites médicales. Pierre paniqua, m'accusant vaguement de ragot. Qui pourrait dire ça, siffla-t-il. Je haussai les épaules. Paris est petite, mon chéri. La semaine passa en crescendo. L'opération approchait fixée au 15 décembre, pile 6 mois après mon réveil. Pierre, affaibli par les placebos, suppliait. Moi, je me préparais, une valise discrète chez Sophie, des copies de tous les dossiers chez Voss. Et Claire? Je l'invitai à un thé de réconciliation, à la galerie. Elle vint, méfiante. Émilie, ce n'est rien, vraiment. Pierre et moi. Je l'interrompis, posant une main sur la sienne. Je sais tout, Claire. Et je veux vous aider. Ensemble, nous pouvons le ruiner. Ses yeux s'écarquillèrent. Twist, elle mordit à l'hameçon. Ambitieuse, elle voyait en moi une alliée. Erreur. Je l'enregistrais, bien sûr. Son aveu sur les fraudes, sur l'argent volé. Il m'a promis la moitié, après le divorce. Le rein, c'est juste. Un bonus. Cette nuit-là, seul dans le lit tandis que Pierre ronflait, je pleurais pour la première fois depuis mon retour. Pas de pitié pour lui, non. Pour moi, l'Émilie d'avant, celle qui avait aimé sincèrement. Était-ce de la faiblesse? Ou la force de reconnaître la douleur avant de la transformer en arme? Le lendemain, le coup d'éclat, je déposai la bande chez la police. Pas pour arrêter Claire, pas encore. Juste pour une enquête préliminaire sur le cabinet. Les flics du 5e, ces limiers blasés, ouvrirent un dossier. Pierre fut convoqué. C'est une erreur, hurla-t-il au téléphone. Je feignis l'horreur. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? La tension culmina lors d'un dîner familial forcé où sa sœur, une professeure guindée de Sorbonne, nous rejoignit. Autour de la table en acajou, sous les lustres en cristal, les masques tombèrent. Émilie est un pilier, dit-il, Tostint. Mais ses yeux trahissaient la peur. Je souris, servant le coq au vin. Oui, un pilier. Et toi, Pierre, tu es remplaçable. Les mots glissèrent comme du poison sucré. Sa sœur fronça les sourcils. La graine germait. Les murs de l'hôpital semblaient se refermer comme les mâchoires d'un piège rouillé, imprégné de cette odeur aseptisée qui masquait à peine la peur viscérale des patients. La veille de l'opération, Pierre était déjà en préopératoire, relié à des perfusions qui goûtaient leur venin clair dans ses veines. Je m'assis à son chevet, tenant sa main moite, et pour la première fois depuis mon retour, je sentis une vague de pitié au fugace, comme un éclair dans la tempête. Merci, Émilie. Tu me sauves la vie, murmura-t-il, ses yeux injectés de larmes. Sauve? Non, je le condamnais. À une vie de dette, de regrets, de solitude. Les chirurgiens passèrent, masque baissé, confirmant le protocole, ablation de mon rein gauche, greffe immédiate. Tout ira bien, Madame Duval. Vous êtes en pleine forme. Si seulement il savait que ma forme était forgée dans la forge de la mort elle-même. Dehors, la nuit parisienne enveloppait la ville d'un manteau de brume, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un œil moqueur. J'appelais Voss depuis un couloir désert.
C'est le moment. Lancer la procédure. Elle avait tout, les preuves des fraudes, les enregistrements de Claire, les virements tracés jusqu'au Caïman. Un dépôt au tribunal, sous couvert de « mise en demeure pour adultère et détournement ». Pas de divorce immédiat au non, une saisie conservatoire. L'appartement, la galerie, nos comptes, gelés jusqu'à clarification. Pierre apprendrait la nouvelle post-opératoire, quand il se réveillerait groggy, avec un rein, sauvé, mais un empire en ruine. Claire, de son côté, paniquait. Elle m'avait bombardé de messages, « Que as-tu fait ?» La police m'interroge. Pierre est furieux. Je répondis calmement, « Rejoins-moi au Louvre, midi. » Viens seul. Elle obéit, tremblante, son tailleur froissé comme son assurance. Sous la Joconde, entouré de touristes japonais et d'amateurs d'art snob, je lui tendis un café. Assieds-toi, Claire. Écoute. Pierre t'a menti depuis le début. Serein? C'était pour l'assurance. 500 000 €, payables à la signature du divorce. Mais j'ai tout. Les faux, les fonds, ton rôle. Elle blêmit, sa main sur son ventre arrondi. Tu es monstre. Monstre? Non, juste une femme qui a donné trop. Signe ça, un aveu complet, et je te laisse partir avec l'enfant. Sinon, prison pour complicité. Elle signa, larmes aux yeux, son serpent tatoué semblant se tordre de honte. Un twist amer, elle n'était pas la vipère que j'imaginais, juste une ambitieuse piégée. Mais la pitié? Pas pour elle aujourd'hui. L'opération eut lieu à l'aube, sous un ciel laiteux. Je fus la première sur la table, le masque anesthésiant descendant comme un linceul. Dans les brumes du sommeil chimique, les souvenirs affluèrent, ma chute de la fenêtre, le vent fouettant mon visage, les pavés de la cour approchant comme un jugement divin. Puis, le réveil. Douleur lancinante dans le flanc, mais gérable, j'avais enduré pire dans ma vie passée. L'infirmière, une bretonne joviale nommée Marie, ajusta ma perfusion. Bien joué, madame. Votre mari est en salle d'à côté. Il va s'en sortir. Je hochai la tête, faiblement. Julien m'avait équipé d'un burner phone, un texto arriva, saisie lancée. Flic chez Pierre dans 2 heures. Parfait. Quand on me roula vers la récupération, Pierre était déjà conscient, pâle comme un marbre de Carrare. Émilie. Merci, balbutia-t-il, essayant de se redresser. Je serrai sa main, mes ongles s'enfonçant légèrement. De rien, mon amour. Repose-toi. Il y a des nouvelles. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit sur 2 inspecteurs en civil, badge luisant. Monsieur Duval? Police judiciaire. Nous avons un mandat. Fraude, blanchiment, adultère aggravé. Pierre se figea, son nouveau rein semblant déjà le trahir. Que? Quoi? Émilie, dis-leur que c'est une erreur. Je feignis la stupeur. Pierre? De quoi parle-t-il? Les menottes cliquetèrent, froides et définitives. On l'emmena, en pyjama d'hôpital, sous les regards atterrés du personnel. Claire, alertée, arriva en trombe, mais Voss l'attendait dans le couloir avec des papiers. Madame Moreau, vous êtes en garde à vue. Suivez-nous. Les jours suivants furent un balai de chaos maîtrisé. À la clinique, je récupérais vite l'ironie, mon corps se rebellait moins cette fois, comme si l'univers conspirait pour ma vengeance. Sophie géra la galerie, vendant 3 toiles pour 200 000 €, fonds sécurisés sur mon compte personnel. Voss me visita, un sourire carnassier aux lèvres. Il nie tout, mais les preuves sont accablantes. Le notaire Lefebvre chante déjà comme un rossignol immunité en échange de témoignages. Vos actifs? Intacts. Les siens? Saisis. Et l'assurance? Bloquée par l'enquête. Pierre n'aurait pas un centime. Je ris, un rire libérateur qui résonna dans la chambre stérile. Mais la tension n'était pas finie. Une lettre arriva, manuscrite, de la maison d'arrêt de Fresnes. Émilie, tu m'as trahi. Comment as-tu su? Je t'aimais, à ma façon. Reviens-moi, ou je révèle ton secret. Mon secret? Quel secret? Mon cœur s'emballa. Dans ma vie passée, il n'y avait rien. Mais là. Un flash, avant notre mariage, j'avais couvert une petite fraude à la galerie, un faux certificat pour un client russe.
Pierre l'avait su, l'avait utilisé comme levier. Était-ce cela? Non, plus profond. Il savait pour mon passé, une liaison brève avec un artiste, avant lui, qui avait fini en scandale mineur étouffé. Ridicule. Mais dans sa rage, il bluffait-il? Oui, avait-il plus? Je décidai de le confronter. Visite autorisée au parloir, derrière la vitre blindée. Pierre, amaigri, les yeux creux, me fixait avec haine. Tu as tout manigancé, salope. Le rein, c'était ton idée, mais j'aurais préféré mourir. Je m'approchai du micro. Mourir? Tu l'as souhaité pour moi. Rappelle-toi mes funérailles. Oh, attends, tu n'y étais pas, trop occupé avec Claire. Il ricana, amer. Tu crois que c'est fini? J'ai des amis. Des puissants. Ils te briseront. Et ton petit hacker? On le trace. Menace vide, ou pas? Julien confirma plus tard, des ombres digitales rôdaient. La revanche prenait un tour dangereux. Claire, libérée sous caution, m'appela. Émilie, l'enfant. C'est de lui, mais je veux partir. Aide-moi. Controversée, l'aider? Elle avait été complice. Mais l'enfant? Innocent. Je lui transférai 50 000 €, anonymement. Va en Bretagne, Claire. Oublie Paris. Elle pleura, reconnaissante. Un acte de clémence qui me rongeait, étais-je en train de m'adoucir? Le climax approchait. Pierre, inculpé, tenta un deal, témoigner contre Lefebvre en échange de réduction. Mais Vos bloqua. Puis, le twist, lors d'une perquisition, les flics trouvèrent non seulement les fraudes, mais un dossier sur moi. Des photos d'enfance, volées, montrant un accident à ma sœur, morte dans un crash quand j'avais 10 ans. Pierre l'avait utilisé pour me manipuler, me faisant passer pour « fragile » auprès des assureurs. Pire, il avait saboté ma pilule, des mois avant, pour m'enchaîner par une grossesse avortée secrètement. Le monstre. Ma rage explosa en larmes, au commissariat. Il paiera. Tout. Le tribunal de Paris, ce colosse de justice aux colonnes néoclassiques, se dressait comme un juge impassible au bord de la Seine, indifférent aux tempêtes qui agitaient ses entrailles. Le procès de Pierre débuta en janvier 2026, sous un ciel d'hiver mordant qui glaçait les os des Parisiens pressés. J'y assistais chaque jour, vêtu d'un manteau noir Chanel emprunté à Sophie, mon visage un masque de dignité blessé. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et ses bancs inconfortables, puait la sueur et les ambitions brisées. Pierre, en costume gris impeccable malgré la détention, se tenait droit, son regard glissant sur moi comme une lame émoussée. Il avait perdu du poids, son nouveau rein le maintenait en vie, mais à quel prix? Chaque soir, après les audiences, je rentrais à l'appartement maintenant mien seul et je buvais un verre de Sancerre en contemplant la vue sur les toits incés, me demandant si la vengeance valait cette coquille vide. Les témoignages s'enchaînaient comme des actes d'une tragédie racinienne. D'abord, Lefebvre, le notaire, un homme bedonnant au front luisant, qui déballa tout, les comptes offshore, les pots de vin russes, les faux documents pour gonfler l'assurance vie. Duval m'a forcé, Madame la Présidente. Il voulait la greffe pour toucher le pactole. Sa femme. Elle n'était qu'un moyen. Un murmure parcourut la salle. Pierre bondit, mensonge. C'est elle qui a tout saboté. Le juge, une femme austère nommée Bertrand, aux lunettes en écaille, tapa du marteau. Accusé, taisez-vous. Puis vint Claire, escortée, son ventre proéminent sous un pull ample. Elle parla d'une voix chevrotante, il m'a promis le monde, mais c'était pour l'argent. J'ai signé l'aveu sous contrainte. Non, par peur. Émilie m'a sauvé. Pierre la foudroya du regard, elle détourna les yeux. Mon cœur se serra aux pitiés, encore? Non, justice. Ma propre déposition fut le clou. Debout face à la barre, la cicatrice de la greffe brûlant sous ma chemise de soie, je racontais tout. Pas la résurrection, ça, c'était mon secret, un miracle laïque que même les prêtres de Saint-Sulpice nieraient. Mais la trahison, le don, le divorce, les fonds volés. J'ai donné un rein pour sauver l'homme que j'aimais. Il m'a donné des menottes en retour. La salle retint son souffle, une journaliste du Monde griffonna furieusement. Pierre, enfin, prit la parole. Son plaidoyer? Un tissu de mensonges pathétiques. Émilie est instable. Elle a toujours eu des
Humeur. La greffe était mutuelle, un acte d'amour. Les accusations? Fabriquées par jalousie. Jalousie? Le mot me fit rire intérieurement. Si seulement il savait que j'avais vu son futur, sa chute. Le verdict tomba comme une hache, 10 ans ferme pour blanchiment et escroquerie, plus 5 pour adultère aggravé ou une rareté en droit français moderne, mais Voss avait poussé pour l'exemple. Pierre s'effondra, hurlant « Tu paieras, Émilie. Ton secret. » Je le crierai du haut des tours. Quel secret? Dans la confusion, un avocat de la partie civile glissa, il délire. Mais il y a un dossier scellé sur vous, madame. Un accident d'enfance? Mon sang se glaça. Flashback, la mort de ma sœur, un chauffard ivre que Pierre avait défendu gratis, des années avant notre rencontre. Il l'avait su, utilisé pour me lier. Pire, il avait falsifié des preuves pour innocenter le coupable, en échange d'un silence sur ses propres fraudes précoces. Le twist final, ma vengeance avait déterré non seulement ses crimes, mais les miens enfouis. J'avais vécu avec la culpabilité d'avoir survécu, et lui en avait profité. Dehors, la presse m'assaillit, flash, micro, questions hurlées. Madame Laurent, comment vous sentez-vous? Je souris, froidement. Libéré. Sophie m'attendait dans une berline Uber, nous filant vers Saint-Germain. Tu as été magistrale, chérie. Un verre? Au Procope, sous les portraits jaunis de Voltaire, nous trinquâmes au Calvados. Mais la nuit, seul, les doutes rampèrent. Était-ce la fin? Pierre pourrirait à Fresnes, Claire en province avec l'enfant, moi riche mais seul. La galerie prospérait et une expo sur la résilience post-traumatique vendait comme des petits pains. Pourtant, un vide béait. Puis, la décision controversée ultime, visiter Pierre une dernière fois. Parloir, vitre sale, son visage ravagé par la défaite. Pourquoi, Émilie, demanda-t-il, voix brisée. Je le fixai. Parce que tu m'as tué. Littéralement. Il cligna des yeux. Tué? Tu es là. Je me penchai, murmurant, j'ai vu la mort. Et je suis revenu pour toi. Il pâlit, croyant à une hallucination. Folle. Mais dans ses yeux, la peur la vraie. Je partis sans un mot, le laissant avec ce fantôme. Claire accoucha un mois plus tard, une fille, nommée Élise. Elle m'envoya une photo, anonyme. Merci. Je répondis, vis bien. Un pont tendu vers l'avenir? Le printemps 2026 enveloppa Paris d'une douceur trompeuse, les cerisiers du Luxembourg fleurissant en explosion rose contre le gris des façades. 6 mois après le verdict, je marchais le long des quais, le vent portant l'odeur des marronades grillées et des regrets lointains. La cicatrice sur mon flanc était une ligne pâle, un rappel tatoué de ce que j'avais donné ou repris. La galerie avait triplé son chiffre d'affaires, une toile de Basquiat rachetée aux enchères de Draw ornait maintenant mon bureau, symbole de renaissance violente. Sophie, promue associée, gérait les vernissages avec panache, et Julien? Il avait trouvé un job légal chez une start-up de cybersécurité, me remerciant d'un clin d'œil complice lors d'un dîner au train bleu. Pierre croupissait toujours à Fresnes, ses appels ignorés, ses lettres brûlées dans la cheminée de l'appartement. Les rumeurs disaient qu'il avait tenté un suicide échec. Bien sûr, la prison française n'était pas tendre, mais efficace pour briser les âmes. Claire, en Bretagne, menait une vie discrète, un petit cabinet d'avocature à Quimper, Élise grandissant loin des poisons parisiens. Elle m'écrivit une fois, pardon. Et merci pour le rein. Indirectement. Ironie cruelle, l'organe que j'avais donné à Pierre vivait en lui, mais c'était moi qui respirais librement. Le twist final surgit un soir de mai, lors d'une réception à l'Institut de France. Parmi les académiciens guindés et les mécènes bedonnants, je reconnus un visage, le chauffeur de l'accident de ma sœur, vieilli, grisonnant, un verre de champagne à la main. Pierre l'avait innocenté, mais les preuves déterrées pendant le procès avaient rouvert l'affaire. Condamné à perpétuité en appel, il purgeait à Clairvaux. Mais ici? Un fantôme. Non un parent, cherchant rédemption. Madame Laurent? Je sais pour votre sœur. Pierre m'a tout dit. Pardon. Ces mots me frappèrent comme un uppercut. Pierre avait non seulement profité de ma douleur, mais l'avait amplifiée, me gardant sous coupe en ravivant le deuil. Je le fixais, la rage ressurgissant. Pardonnez? Allez vous confesser à un prêtre, pas à moi.
Cette nuit-là, je rentrais seul, le Seine scintillante sous la lune comme un serpent d'argent. Assise sur le balcon, un verre de cognac entre les mains, je repensais à tout, la résurrection, ce miracle inexplicable, un bug cosmique? Une grâce divine laïque? Peu importait. J'avais gagné, mais à quel prix? La solitude, ce fléau français par excellence, me guettait. Pas de regret, cependant. La vengeance n'était pas un baume, c'était une catharsis, un cri poussé dans le vide des Tuileries. Des mois passèrent. L'été arriva, torride, avec ses canicules qui faisaient fondre l'asphalte des Champs-Élysées. J'embarquai pour la Provence, louant une bastide près d'Aix, entourée de lavanders de vignes. Là, sous le soleil impitoyable, je peignis pour la première fois au nom des tableaux d'autres, mais les miens, des toiles sombres de reins entrelacés, de divorces sanglants, de renaissances furieuses. Un collectionneur anonyme clair, peut-être, en acheta une pour une fortune. L'argent? Réinvesti dans une fondation pour donneurs d'organes trompés, un geste controversé qui fit les gros titres, la vengeresse philanthropique. Pierre mourut 2 ans plus tard, d'une infection nosocomiale à l'infirmerie de Fresnes. Son rein, le mien, lâcha enfin. Pas de larmes de ma part. Juste un toast solitaire au café de Flore, à la fin des mensonges. Et la vie? Elle reprit, mouvante comme la mode parisienne. Une nouvelle expo, un amant éphémère, un sculpteur italien aux mains calleuses. Pas d'amour fou, pas encore. Mais la liberté, cette ivresse pure, coulait dans mes veines comme un bon Bordeaux. En fin de compte, était-ce un happy end? Ou une tragédie atténuée? Française jusqu'au bout, je choisis les deux, une victoire amère, saupoudrée d'espoir. Paris, éternel, continuait de danser sa valse de lumière et d'ombre. Et moi, Émilie Laurent, j'avais repris tout, mon corps, mon âme, mon empire. Et plus jamais, je ne donnerai un rein sans clause de revanche.